Bonjour tout le monde. Alors, une petite vidéo pour vous expliquer la toute fin de la République romaine et puis les débuts de l'Empire avec l'émergence d'un nouveau personnage, Auguste. Alors, vous vous souvenez que Jules César est mort notamment à cause des sénateurs qui ne voulaient pas qu'il s'empare de tous les pouvoirs. Et les amis très proches de Jules César, eh bien, vont vouloir venger sa mort, en s'attaquant notamment à ces fameux sénateurs et puis à d'autres personnages un petit peu partout dans le territoire contrôlé par Rome. Parmi ses amis très proches, on va en retenir trois d'abord. Alors Octave, qui est le neveu de Jules César, mais aussi son fils adoptif. Antoine ou Marc-Antoine, hein, les deux prénoms sont possibles, donc qui est un des généraux les plus fidèles de Jules César et un de ses meilleurs amis. Et puis on a aussi un autre personnage, Lépide, mais lui on va pas en parler du tout. Marc-Antoine et Octave vont faire la guerre à tous les sénateurs. Ils vont vouloir en arrêter certains, les exécuter. Donc Cicéron en fait partie, j'en avais déjà parlé. Et cette guerre va durer un certain temps. C'est finalement donc Antoine et Octave qui vont l'emporter. Mais la paix ne va pas être rétablie pour autant, bien au contraire. Alors, ce qui va se passer, c'est que Octave et Marc-Antoine, eh ben, ils vont pas s'entendre, hein. Ils vont se disputer, ils vont devenir ennemis l'un de l'autre. Alors, Octave, lui, il reste à Rome et il s'occupe de la partie occidentale des territoires contrôlés par Rome, donc par exemple la Gaule. Et Marc-Antoine, lui, il s'est réfugié en Égypte, à Alexandrie, où il a retrouvé son amoureuse Cléopâtre. Donc ces deux-là vont se faire la guerre, c'est encore la guerre civile, donc des armées romaines qui vont s'affronter entre elles, et la bataille décisive entre Octave et Marc-Antoine va avoir lieu à Actium, en Grèce. Donc c'est une gigantesque bataille navale, peut-être une des plus grandes de l'histoire, hein. On parle de plusieurs centaines de bateaux réunis et c'est finalement Octave qui va l'emporter. Alors il y a pas mal d'histoires qui traînent à propos de cette bataille, soi-disant que Cléopâtre se serait carrément attachée à l'avant d'un bateau pour montrer son courage. Bon ça c'est sans doute pas vrai. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'en fait Marc-Antoine et Cléopâtre vont devoir fuir en Égypte et c'est là qu'ils vont mourir dans des circonstances tout aussi tragiques, hein. Il y a tout un tas de légendes. On raconte que peut-être Cléopâtre serait morte à cause de la morsure d'un serpent, ce genre de choses. Bon, ça ressemble beaucoup à une pièce de théâtre. D'ailleurs, ça fait l'objet de pièces de théâtre. Par exemple, Shakespeare a écrit là-dessus, puis de films. Alors Octave n'a plus aucun concurrent désormais, c'est la fin de la guerre civile, il a rétabli la paix, la tranquillité pour tous les citoyens, il est seul à gouverner à Rome, et petit à petit, eh ben, il va prendre tous les pouvoirs, ce qu'avait fait Jules César. Sauf que là, eh bien, les sénateurs l'acceptent, puisque Octave a rétabli la paix, après des années et des années de terribles guerres civiles qui ont fait des milliers de morts chez les Romains, chez les citoyens romains. Donc, il a le pouvoir militaire, le titre d'imperator, hein, il dirige toutes les armées. Il peut diriger les lois aussi, enfin, c'est lui qui fait les lois, qui écrit les lois. Il nomme les sénateurs. Il est aussi le chef de la religion romaine, hein, on appelle ça le titre de grand pontife, donc ce qui va donner d'ailleurs le titre de pape plus tard chez les chrétiens. C'est lui aussi qui va nommer dans les provinces romaines, donc dans tous les territoires contrôlés par Rome, eh bien, ceux qui vont gouverner localement, donc ce qu'on appelle des gouverneurs, par exemple le gouverneur de la Gaule. Donc ça peut être des sénateurs, hein, mais c'est Auguste désormais qui va décider eh bien, qui va aller en Espagne, qui va aller en Gaule, pour combien de temps, ce genre de choses. Donc voilà l'ensemble des pouvoirs d'Octave qui devient Auguste en 27 avant Jésus-Christ. Donc Auguste, à la base, c'est un titre
très honorifique pour les Romains, pour les citoyens. Ça veut dire un titre décerné à des gens qui ont eu de grands mérites. C'est réservé aux dieux. Et eh bien lui, il devient Auguste. Et en fait, sans que personne ne s'en rende vraiment compte tout de suite, petit à petit, eh bien, il fonde un nouveau système politique, l'Empire. Alors on dit Principa en latin, ça veut dire que tous les Romains vont devoir obéir à l'autorité d'un seul homme, Auguste, le princeps, le principal des citoyens romains. Et en fait, à la suite d'Auguste, quand une fois qu'il sera mort, tous les empereurs vont reprendre son prénom comme titre. Donc on aura Tibère, Claude, Néron, Constantin, des dizaines et des dizaines d'empereurs romains qui auront tous un prénom quand même, et puis un titre, celui d'Auguste, en latin Augustus. Il y a un autre aspect très important aussi du pouvoir impérial, c'est qu'il est héréditaire, puisque c'est maintenant l'empereur qui va désigner son successeur, qui n'est pas forcément son fils, mais c'est souvent le cas. Donc le titre du successeur de l'empereur, c'est César. En gros, ça veut dire prince. Et le premier successeur d'Auguste, ça sera Tibère, qui est son fils adoptif. Et enfin, le dernier aspect qui est très important à comprendre maintenant avec l'Empire, c'est que les empereurs, et puis leurs successeurs aussi, sont considérés comme des dieux vivants sur Terre. On avait vu ça avec Pharaon. Alors ça va peut-être pas au même niveau que Pharaon, mais quand même. Les Romains, les citoyens, doivent rendre hommage à leur empereur partout dans l'Empire. On appelle ça le culte impérial. Donc, ils rendent hommage à l'empereur de son vivant, comme ils rendent hommage à d'autres dieux, Jupiter ou des dieux moins importants, locaux. Et ça, c'est en fait un signe de loyauté, hein, de fidélité des citoyens pour l'empereur. Ceux qui ne le font pas, eh bien, ils sont regardés d'un drôle d'œil par les autres citoyens. Et il faut aller plus loin. Il n'y a pas que les citoyens qui doivent rendre hommage à l'empereur. Ce sont tous les habitants de l'Empire romain. Les Gaulois, les Espagnols, les Grecs, les Égyptiens. Tous les habitants, citoyens ou non, doivent lui rendre hommage. Et en plus, on sait qu'il y a beaucoup plus de non-citoyens que de citoyens. Donc, un habitant qui ne rend pas hommage à l'empereur, il manque de loyauté envers lui et donc à l'Empire. Et donc, il est suspect. Et ce manque de loyauté, ne pas participer au culte impérial, eh bien, ça va jouer de bien vilains tours à une certaine catégorie de population au sein de l'Empire. Mais ça, c'est pour une autre histoire. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous sera utile, en espérant vous revoir bientôt. En attendant, portez-vous bien et à une prochaine fois. Au revoir.